Bonjour, bonjour. Je m'appelle Laurent Richard, je suis journaliste et je vais vous parler aujourd'hui de gens que vous ne pourrez pas entendre parce qu'ils ont été assassinés. Ils étaient aussi journalistes comme moi et ils ont été assassinés parce qu'ils essayaient de nous donner une information, de nous révéler un scandale, de nous faire part de quelque chose qui se passait, qui était grave. Comme Jagandra Singh par exemple, qui a été brûlé vif en Inde alors qu'il enquêtait sur le trafic de sable qui sévissait dans sa région en Uttar Pradesh. Comme Jamal Khashoggi qui a été tué dans l'enceinte d'un consulat saoudien en Turquie et qui a été démembré parce qu'il révélait et qu'il dénonçait les abus du régime saoudien. Ou encore Daphne Caruana Galizia, qui était une journaliste maltaise qui a été assassinée dans l'explosion de sa voiture parce qu'elle enquêtait sur des faits de corruption. Ça nous semble toujours un peu loin parfois quand on entend les infos à la radio le matin, quand on écoute le flash qui nous dit qu'un nouveau journaliste mexicain a été assassiné. Mais en fait, ces histoires qui se passent loin, ces crimes qui sont opérés loin de nous, ont à voir avec notre quotidien. Les cartels de la drogue mexicains, comme le cartel de Sinaloa, vendent la drogue dans 56 pays au monde. Le sable qui était miné illégalement sur les plages du Uttar Pradesh finit en France et aux États-Unis et ailleurs. Donc c'est toujours très important de se rappeler de cette connexion-là. Je suis venu vous parler de ces voix qu'on n'entend plus parce que mon métier consiste à poursuivre leurs enquêtes. Et je ne le fais pas seul, je le fais avec un réseau qui s'appelle Forbidden Stories, une organisation que j'ai créée il y a 8 ans de ça. Le principe est simple, si un journaliste meurt, 50, 60, 70, 80 s'associent ensemble et prennent la relève. Prennent la relève pour une chose, notre mission est la suivante, on poursuit les enquêtes de reporters assassinés, menacés ou emprisonnés, pour faire en sorte que les gens aient accès à l'information. Parce qu'on oublie aussi trop souvent, c'est que quand un meurtre survient, le meurtre d'un journaliste, la première victime est évidemment le journaliste, mais la deuxième, c'est nous tous, ici. C'est nous tous parce on est privé d'une information qui était importante et qui a à voir avec nous. Ici, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans la lutte contre le changement climatique, mais si on n'a pas de journalistes en vie et en sécurité pour pouvoir enquêter sur les crimes environnementaux, on n'y arrivera pas, on ne sauvera pas la planète. Et il est de plus en plus dangereux, il y a de plus en plus de journalistes qui sont tués alors qu'ils enquêtent sur des crimes environnementaux. Ces 20 dernières années, il y a 1700 journalistes qui ont été assassinés en raison de leur travail. Donc Forbidden Stories, notre mission, c'est de poursuivre leurs enquêtes, faire en sorte que le monde ait accès à ces informations-là, et surtout que les tueurs comprennent quelque chose. Que tuer le messager ne tuera pas le message. Que quand ils pensent tuer Cecilio Pineda au Mexique, en fait, ils se trompent. Ils ne vont pas taire son enquête va être à la une de 50 ou 60 ou 80 journaux dans le monde entier. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait depuis 8 ans maintenant, depuis la création de Forbidden Stories. On a poursuivi plus de 30 enquêtes, des enquêtes qui sont toujours d'envergure mondiale. Et pour y arriver, la méthode, c'est ce qu'on appelle le journalisme collaboratif. Et je crois que ce matin a été évoqué le terme d'intelligence collective. Et je crois beaucoup à l'intelligence collective face à ces menaces-là, qui sont des menaces contre nos démocraties. Parce que ça a à voir avec nous tous, l'accès à l'information et ce qui va ensuite déterminer nos choix électoraux, par exemple. Donc notre méthode, c'est le journalisme collaboratif, c'est-à-dire qu'on s'associe ensemble pour poursuivre le travail. Notre job à Forbidden Stories, c'est de rassembler un grand nombre d'organisations de presse. On travaille avec plus d'une centaine d'organisations de presse. En France, on coordonne les enquêtes avec Le Monde, aux États-Unis avec le New York Times et le Washington Post, en Angleterre avec le Guardian, et partout dans le monde, on a des partenaires. On a un réseau de 300 journalistes qui travaillent avec nous. Le nombre est important parce que ce type de collaboration apporte 3 choses essentielles. La première, c'est la protection. Ça ne fait aucun sens de tuer un journaliste si on est 50, 60 associés ensemble, c'est la 50 autres qui travaillent sur le même sujet. Et ça, on le fait savoir quand on poursuit l'enquête d'un reporter assassiné. On vient toquer à sa porte, on lui envoie un email, un request for comment, comme on dit, une demande d'interview, et on signe de chacun de nos noms au Guardian, au Monde, à Folia, au Brésil. Voilà, on veut vous interroger là-dessus sur ces 3 points. La deuxième chose que la collaboration journalistique apporte, c'est la ressource. On multiplie les ressources. Quand on a travaillé sur le projet Pegasus, on était 85 journalistes, on a travaillé dans le monde entier, il fallait documenter les victimes d'espionnage et on s'est divisé le travail. Et dans un moment où l'économie est difficile pour les médias, le journalisme collaboratif est pour moi l'avenir du journalisme, encore plus face aux menaces.
auxquelles on fait face, qui sont de plus en plus nombreuses et qui empruntent différentes formes. Les menaces digitales, les menaces physiques évidemment, les menaces judiciaires, ce qu'on appelle les slap action, les procédures bâillons qui ont pour mission de nous assécher financièrement. Ben, si on est ensemble, si on est inarrêtable et si on publie dans plein de pays dans le monde, alors ça ne fait aucun sens de porter plainte contre l'un d'entre nous. Et puis la troisième chose que le journalisme collaboratif apporte, c'est l'impact. Et l'impact, c'est très important. Notre but, on n'est pas des activistes, sinon ou alors on est des activistes de l'information, de l'accès à l'information, mais on veut que nos enquêtes participent du débat public, aident le débat public, nous aident tous à nous prononcer sur des faits. Est-ce que cette entreprise pollue ou pas ? Qui est impliqué derrière la mort de Jamal Khashoggi? Quelles répercussions géopolitiques ça peut avoir? Donc en publiant à la même heure, à la même seconde, dans le New York Times, dans Le Monde, dans le Spiegel, on fait en sorte d'avoir un impact important. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Donc je suis journaliste. Mon métier d'investigation, j'aime pas trop cette répétition. A priori, quand on est journaliste, on est là pour enquêter. Il y a une définition du journalisme que j'aime bien, qui a été donnée par Orwell, c'était de dire le journalisme consiste à publier ce que l'autre ne veut pas voir publié. Tout le reste n'est que communication. Alors c'est un peu radical et brutal, mais j'aime bien cette définition-là, parce qu'elle permet de dissocier ce qui relève de ce qui est de la communication et ce qui est de l'information. J'ai mené des enquêtes un peu de différentes formes, beaucoup d'enquêtes financières sur les secteurs industriels, mais aussi pas mal de reportages en zone de conflit. J'ai cofondé avec Élise Lucet le magazine que vous connaissez sans doute, Cache Investigation. Et puis il y a 2 événements qui m'ont donné envie de créer Forbidden Stories. Ces 2 événements-là sont produits à quelques mois d'écart, en 2015. Le premier, c'est l'attaque contre Charlie Hebdo. À cette époque-là, j'étais salarié de l'agence Première Ligne où on produisait Cache Investigation. Et évidemment, ce jour-là a changé beaucoup de choses pour nous tous. Nous, on était les voisins Première Ligne était les voisins de palier de la rédaction de Charlie Hebdo. Et ce jour-là, je suis arrivé quelques minutes après que les terroristes aient quitté le bâtiment, donc après l'attaque. Et sur place, voilà, avec d'autres collègues de Première Ligne, on a fait tout ce qu'on pouvait pour aider ceux qui avaient survécu en attendant que les secours arrivent. Et ce jour-là a changé une grande partie de ma vie, de ma perception, aussi du journalisme, de ce que je pouvais faire ou pas faire. Et j'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce que je peux faire après un événement comme ça? La réponse est venue 2 mois après, quand j'ai reçu une lettre d'une amie rédigée depuis le fin fond d'une prison en Azerbaïdjan. Une amie qui s'appelle Khadija Ismailova, qui est journaliste, et qui a été emprisonnée parce qu'elle enquêtait sur la corruption du régime d'Ilham Aliyev, un régime, donc le régime de l'Azerbaïdjan qui participe à la corruption d'un certain nombre d'élus européens qui ont été condamnés aussi par ailleurs. Mais voilà, Khadija avait été placée en prison pour ce type d'enquête-là. Et je menais à ce moment-là aussi une enquête sur la corruption du régime d'Azerbaïdjan. Je faisais un documentaire pour France 2. Et je correspondais avec Khadija. En fait, elle me répondait, elle me disait « Tu en es où avec ton enquête? C'est important de faire ce travail-là sur la corruption du Conseil de l'Europe par le gouvernement d'Azerbaïdjan. » Et elle écrivait depuis sa prison. Elle était en Azerbaïdjan, moi j'étais en liberté à Paris. Et j'ai compris à ce moment-là quelle était la réponse que je cherchais. C'était en fait de me dire « Mais voilà ce que je peux faire. Voilà ce que je peux faire qui peut être vraiment utile et qui n'existe pas encore, c'est de créer une organisation mondiale dont la mission serait la suivante. Nous allons poursuivre les enquêtes de reporters assassinés et dire aux tueurs, tuer le messager ne tuera pas le message. » Et donc à partir de là, j'ai tout mis en place pour créer cette organisation-là. Et aujourd'hui, on est 8 ans après sa création officielle. On a mené 30 enquêtes dans le monde. On fédère un réseau de 300 journalistes. Et au départ, je le précise parce que beaucoup de gens m'ont dit « ça ne marchera jamais ton truc ». Beaucoup de gens m'ont dit « mais en fait, les journalistes détestent travailler ensemble, c'est que des gros égos, comment tu vas faire ?» Et c'est vrai qu'on est des gros égos. Je pense qu'on n'est pas la seule industrie, le seul métier à souffrir de ça. Mais en fait, on y est arrivé. Et beaucoup de rédactions m'ont dit tout de suite oui. On y est arrivé parce qu'il y avait un sujet plus important que nous tous. C'était le sujet de l'accès à l'information. Ce n'était même pas le sujet, un réflexe corporatiste de se dire l'un de nous est tombé. Non, c'était vraiment au nom de l'accès à l'information. Il est important que l'on sache ce qui se passe sur le plan environnemental dans ce pays, ce qui se passe dans ce régime que l'on soutient par ailleurs. Voilà. Et donc ça a marché. On travaille ensemble et puis on fait une chose qui est aussi importante, qui est difficile mais qui est importante.
on met à disposition des journalistes qui sont les plus en danger sur Terre, ceux qui peuvent être assassinés, ceux qui en général ont déjà été enlevés, ont déjà reçu des menaces de mort, qu'ils soient aux Philippines, au Mexique, au Nigeria ou ailleurs. On met à leur disposition quelque chose qu'on a créé pour eux, qui s'appelle le Safe Box Network. Je vous en parle, c'est important parce que c'est un dispositif nouveau qui fonctionne et qui est basé sur une idée toute simple. Les journalistes en danger mettent à l'abri leur investigation en cours. Et si jamais ils sont empêchés, parce qu'ils ont été enlevés, parce qu'ils ont été emprisonnés, parce qu'ils ont été assassinés, alors on pourra poursuivre leur travail. C'est le principe de, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces séquences dans les fictions au cinéma, une personne vous tend une enveloppe et vous dit si jamais il m'arrive un truc, ouvre l'enveloppe et tu comprendras tout. Ben, c'est le même principe, le Safebox Network. À la différence près que les journalistes qui sont en danger et qui utilisent, il y en a plus de 200 dans le monde et c'est vraiment un début parce qu'on a des demandes partout, font savoir publiquement qu'ils ont mis à l'abri leur information. Et disent publiquement, je ne suis plus tout seul maintenant. Et ça, c'est très important parce que quand on regarde le profil des 1700 journalistes tués ces 20 dernières années, on remarque une chose en commun. Ils étaient extrêmement isolés. Ils n'avaient plus de soutien. Et c'est le fait qu'ils soient isolés qui les ait exposés. Et nous, on est là pour rompre ça, pour les reconnecter et pour montrer qu'on est ensemble. Donc on a 200 journalistes aujourd'hui et ça évolue de jour en jour qui utilisent et qui font savoir et qui disent si jamais vous en prenez à moi, mon enquête sera publiée pas seulement à Mexico, mais aussi à Paris, à New York, à Nairobi et ailleurs. Voilà, c'est ce qu'on fait à Forbidden Stories, c'est que je voulais vous partager et vous dire aussi à nouveau que ce n'était pas qu'une histoire de journaliste tout ça. C'est une histoire de démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans accès à l'information. Il n'y a pas d'accès à l'information sans journalistes vivants et libres d'enquêter. Pour nous soutenir, vous pouvez regarder le site de Forbidden Stories, vous pouvez partager ces enquêtes pour lesquelles d'autres ont perdu leur vie. Vous pouvez nous soutenir, faire un don évidemment, et puis nous rejoindre dans ce combat pour dire aux ennemis de la liberté de la presse, tue le messager, ne tuera pas le message. Merci beaucoup.